Bonjour à tous et bienvenue. J'aurais pu mettre le générique de Dallas pour entamer cette vidéo, mais bon, on va se contenter de la grande averse qu'il y a derrière, puisqu'elle symbolise bien, malheureusement, ce qui arrive à l'AS Monaco actuellement. Alors il y a 2 jours, vous avez dû voir que le propriétaire, Dimitri Rybolovlev, a fait une garde à vue, puis a été inculpé hier pour des faits de corruption, trafic d'influence actif et passé, et complicité de ces délits. Alors déjà, ce qui est assez... on va dire symbolique, c'est qu'il a été arrêté donc à son domicile, La Belle Époque, qui est déjà un roman en soi, puisque La Belle Époque demeure somptueuse évidemment. Il y a dedans, bon, vitres blindées, etc. Je vous fais pas un dessin, mais en fait il y a une chambre forte, une espèce de chambre inviolable, et en fait un ancien propriétaire des lieux, à la fin des années 90, un banquier libanais de mémoire, malheureusement est mort à l'intérieur, puisqu'il y a eu un incendie criminel, et il n'a pas pu sortir, donc voilà. Donc il a été arrêté à ce moment-là, juste avant, si je ne dis pas de bêtises, de faire le repas, vous savez, avec les officiels qui précèdent donc un match de Ligue des Champions, hautement symbolique. Alors en fait, il a été arrêté pour ce qu'on appelle le Monaco Gate, c'est une affaire qui date d'il y a plus d'1 an déjà. Alors je vais vous citer l'article du Monde qui répertorie tout ça. L'affaire, qui inquiète les plus hautes autorités de la principauté, avait déjà provoqué le placement en garde à vue, le 23 septembre 2017, de Philippe Narmino, personnalité en vue sur le Rocher. Philippe Narmino étant plus ou moins le garde des Sceaux de Monaco. Quelques jours plus tôt, M. Narmino avait été contraint de quitter ses fonctions de ministre de la Justice de Monaco sous la pression des révélations du Monde qui avait fait état, le 14 septembre 2017, d'informations extrêmement embarrassantes pour la police et la justice monégasque. En l'occurrence, il s'agissait d'un DVD CD-ROM contenant notamment plein de SMS de l'avocate de Dimitri Rybolovlev avec des pontes de la justice locale, donc notamment le garde des Sceaux. Pour tous ceux qui sont intéressés par cette histoire, il y a le site Monaco Matin qui a tout expliqué entre la première plainte qui date de 2015, et en fait cette plainte, c'était pourquoi? C'est parce que M. Rybolovlev estime avoir été victime d'une escroquerie et de complicité de blanchiment à hauteur de 1 milliard à propos de M. Yves Bouvier, qui est un vendeur de grands tableaux, etc. Donc c'est une affaire, vous en avez peut-être entendu parler, j'ai mis en lien 3 articles du Temps, du Monde et de Monaco Matin avec la chronologie entre les plaintes et l'arrestation. Mais en gros, l'année dernière, quand cette affaire sort avec ses liens potentiellement de connivence entre les pontes de la justice monégasque et l'avocate de Dimitri Rybolovlev, ça fait référence à cette affaire avec donc Yves Bouvier, marchand d'art genevois. Et en fait, cette affaire-là, il faut la mettre, on va dire, en perspective pour expliquer la situation de l'AS Monaco aujourd'hui et des luttes de pouvoir qu'on a entre le palais et les propriétaires. C'est-à-dire que j'ai pas toute la chronologie des faits, attention. Je vais vous donner quelques faits pour mieux comprendre. Première chose, il faut étudier le contexte. C'est-à-dire que l'AS Monaco est un club différent de tous les autres. Pourquoi? Puisqu'il s'agit de la principauté, le club de la principauté, comme on dit. Donc, vous ne pouvez pas avoir le même rapport qu'à Saint-Étienne, qu'à Lens, qu'à Nantes, etc. Oui, dans ces clubs-là, vous avez un tissu social important, il ne faut pas oublier les origines, il ne faut pas oublier le bassin culturel, régional, départemental, ok. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est le club de la principauté, donc directement du prince. Donc, il faut composer de fait avec les spécificités de l'endroit et du pays. Ce qui paraît logique. Donc, c'est vrai que quand Dimitri Rybolovlev rachète le club, je rappelle, qui était en Ligue 2, que personne ne voulait, c'était la Bérésina, il y a l'idée de faire comme une collaboration tacite. Quand vous allez à l'AS Monaco, vous êtes obligé de faire avec des Monégasques. Pourquoi? Parce que c'est le club de la principauté. Donc, il ne faut pas oublier les spécificités culturelles et politiques du club. Surtout que le prince Albert adore le foot et que l'AS Monaco, c'est quand même un peu son chérubin. Or, à l'intérieur du club, vous avez par exemple le fils de Stéphanie de Monaco, Louis Ducruet, qui est donc le neveu du prince Albert, qui est un recruteur de la cellule, je crois que c'est un recruteur qui va notamment, qui se déplace pas mal. Travaille plutôt bien d'ailleurs, on m'a dit, hein, ça va. Tu vois, c'est pas comme des fils d'eux qui ont un emploi dans les clubs alors que les mecs sont complètement incompétents. Là non. Or, il y a plusieurs mois, il y avait des gens de la principauté qui ont dit voilà, Louis Ducruet, ce serait bien qu'il ait une promotion et qu'il devienne donc adjoint du directeur sportif qui avait été nouvellement nommé, qui s'appelle Michael Emanalo, en provenance de Chelsea. Vadim au début, Vadim Vassiliev, donc le président de Monaco et homme de confiance de Dimitri Rybolovlev, dit ok, avant de dire non. Et là, Louis Ducruet, c'est le détonateur. Boum. Déjà que c'était tendu, alors là, parce qu'il y a des tensions vraiment très fortes qui dépassent le sportif au niveau politique, on a souvent entendu dire que Dimitri Rybolovlev cherchait le passeport monégasque. Je veux rétorquer qu'il a déjà le passeport chypriote. Et pourquoi il avait le passeport chypriote? De par de grands actifs qu'il avait à Chypre, notamment à travers une grande banque.
Et de toute façon, en même temps, le passeport chypriote, beaucoup peuvent l'avoir. Je rappelle que Vadim Vassiliev, lui, dispose du passeport maltais, ce qui n'est pas non plus le truc le plus difficile à avoir quand tu as un peu d'argent et que tu connais des bonnes personnes. Mais ce qui intéressait Dimitri Ribolovlev, c'était le passeport diplomatique. C'est ça qui l'intéressait vraiment. Avec d'autres éléments. Parce que Dimitri Ribolovlev, je l'ai déjà dit, homme d'affaires, pas un oligarque comme on l'entend. L'oligarque, pour moi, hein, c'est vraiment ceux qui se sont enrichis de manière colossale avec un pouvoir politique à la chute de l'URSS, sous la Russie de Boris Eltsine. Le patron des oligarques étant Boris Berezovsky, dont on aura le temps de parler un autre jour, ou Roman Abramovich et d'autres. Ou Badre Patarkatishvili, l'homme le plus riche de Géorgie à l'époque, de Original Oligarchs. Ribolovlev, qui je le rappelle a passé une dizaine de mois en prison à cette époque-là pour meurtre. Finalement, il a été jugé innocent après, donc il est sorti, où il a vécu un véritable enfer dans cette prison-là. Comme tous les hommes d'affaires qui ont prospéré à ce moment-là, il a dû mettre à un moment donné les mains dans le cambouis. C'est pas propre à lui, c'est propre à la Russie des années 90, qui était dans un chaos social terrible, où vous voyez le taux de suicide, de dépressif et de pauvreté monter en flèche, les disparités de richesse entre la population aussi. Je veux dire, il y a eu des mois où à Moscou, il y avait plus de 40 ou 50 bombes qui retentissaient. Vous imaginez la situation. Donc, dans un contexte d'extrême violence, il ne faut pas dire « Oh, Ribolovlev, mafia, déjà il est russe », donc déjà tu as l'impression que tous les Russes qui ont de l'argent c'est des mafieux, si tu écoutes certains. C'est plus complexe que ça. La Russie des années 90, je suis pas un expert, mais je pense pas que tu pouvais t'en sortir et même survivre si à un moment donné, t'as pas mis les mains dans le cambouis. Voilà, ça c'est la première chose. Je rappelle également, pour ceux qui s'intéressent, que Vadim Vassiliev donc, était un ancien diplomate qui avait notamment travaillé, excusez-moi, pour le ministère des Affaires étrangères de l'URSS. Bon, ok, donc les mecs, les coups de pression... Même coup de pression à Dimitri Ribolovlev, c'est comme quand tu pises dans un violon, hein. Efficacité nulle. Bref, pour dire quoi? Je pense qu'il y a eu d'autres éléments qui ont suscité les tensions entre les propriétaires et le palais. Mais le plus gros élément, c'est Vadim Vassiliev. Pourquoi? Parce que Vadim Vassiliev, au début, il connaît rien au foot. Donc il va s'entourer de certaines personnes, notamment du super agent portugais Jorge Mendes. Ah, vous savez, oh Jorge, si je te mettais sur tous les dossiers. Et là, sur le Mar, tu sais pas pourquoi, Monaco mandate Jorge Mendes. Mais merde! Je rappelle les mandats, pour ceux qui connaissent pas. Vous pouvez être un agent de joueur, c'est-à-dire je représente tel mec. Mais vous pouvez aussi représenter un club dans une négociation, soit l'acheteur, soit le vendeur. Pour cela, le club vous signe ce qu'on appelle un mandat. Je rappelle également que par exemple, quand vous êtes agent de joueur, admettons je suis agent de X. Or, je n'ai pas beaucoup de contacts en Italie. J'ai un agent qui me dit, moi j'ai des offres pour toi en Italie. Donc cet agent peut signer un mandat de représentation à l'agent d'Italie et ensuite ils font un deal. Voilà. Donc là, Monaco, avec les mandats club, Mendes est de partout. Mais de partout. Ils le mettent même quand il n'y en a pas besoin. Pourquoi ? Il faut se rappeler de ce qu'a fait Mendes avec Peter Kenyon, qui était à l'époque le directeur général de United et ensuite qui était à Chelsea. Et en fait, ils étaient associés dans certains trusts. Je vous ai mis tous les liens en description. Or, Vadim Vassiliev et Jorge Mendes, hein? Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin parce que bon, vous avez tous compris ce qui se passe. Donc il est de partout. Même quand il y a eu des contacts pour que Leonardo Jardim parte en Chine, c'était cet été, tout était bon, hein? Vadim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Mendes dans la boucle. Et Mendes a chié le dossier d'ailleurs. Un jour, il faudra peut-être qu'on évoque ça et le péril qui arrive pour l'entreprise de Jorge Mendes en Chine, justement, parce qu'il y a eu quelques soucis. Bref, c'est un autre débat. Donc, le problème de Vadim, c'est que c'est un mec qui n'a pas de tact. On va être très clair, il n'a pas de tact. Il peut te mentir, alors sans problème, hein. Il va pas trembler du menton, hein. Il est là, il va te dire une version, dans une semaine c'est une autre, tu sais pas quel saint te vouer. À part un seul, c'est qu'au moment de la négociation, en face t'as un serpent, c'est un joueur de poker, c'est un mec, il va te baiser, tu sais qu'il va te baiser, hein. Sauf que tu sais pas comment. Tu dis je prends la vaseline, je la prends pas, en théorie prends-la, parce que Vadim pour les négos. Et en même temps, Vadim Vassiliev, grand amateur des grandes primes à la signature, vous savez. Pourquoi aussi? Parce qu'une commission d'agent, elle est plafonnée pour un agent FFF, je crois que c'est 10%. Donc Vadim adore les agents étrangers. Hein. Et les grosses primes à la signature aussi, ils adorent tous. Donc au bout d'un moment, ça se sait. Je veux dire, faut pas être non plus complètement débile pour comprendre ce qui se passe. Alors ça se fait dans d'autres clubs, hein, attention. Hein. C'est comme les agents sûrs d'Olivier Piqueux à Angers. Hein. Tiens merde, j'ai mis un joueur à Angers, mais un an plus tard, il a un transfert à 10 millions et mon joueur est parti avec un autre agent qui travaille avec les directeurs sportifs d'Angers, je comprends pas. Hein. Donc c'est pour dire que Monaco n'est pas le seul dans cette histoire-là. Loin de là. J'ai pris Angers, je peux en prendre plein d'autres. Hein, sauf que, quand vous avez Vadim Vassiliev, qui est quand même, des fois manque de tact, parce que bon,
Je pense qu'il y a un choc culturel. C'est pas de la faute de Vassiliev, c'est que dans l'environnement où il a grandi, c'est un enfant de l'URSS. Quelque part, c'est un homo soviectus, comme dirait quelqu'un qui le connaît bien. C'est-à-dire, c'est un mec de peu de mots, un mec très, très froid, et un mec très strict. On dit, il dirige Monaco d'une main de fer. Ouais. Mais est-ce que part, c'est sa culture? Et le problème, c'est est-ce que cette culture-là peut bien s'embriguer dans la culture spéciale de l'AS Monaco et de la Principauté? Aujourd'hui, vous avez deux cultures qui sont en choc et ça ne va pas. D'un côté, vous avez le palais qui veut tout faire pour dégager les Russes et dégager aussi Bruno Scropetta, qui vient d'ailleurs d'être remis. Hein. Alors Bruno, si t'es pas au courant, je pense que si jamais ils reprennent le club, il va falloir faire les valises. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Donc pourquoi? Parce que les mecs de la Principauté disent ça nous appartient de droit. En gros, on veut pas être propriétaire du club, mais on va avoir de l'influence et on met des mecs là-bas parce que nous sommes monégasques, c'est le club de la Principauté. Là, ça ne le fait pas. Vous avez aussi Riboloviev qui délègue tout à Vadim, qui ensuite gère plus ou moins avec d'autres personnes, que ce soit Nicolas Olvek et tant d'autres. Bref, aujourd'hui c'est super compliqué, les deux parties ne se parlent pas. Et vous croyez quoi? Un juge monégasque, il y a 2 jours, garde à vue, au moment où ils l'ont mis, ça on envoie un message. C'est même plus qu'un message. Parce que Dimitri Riboloviev ne veut pas vendre. On leur cite à vendre depuis un moment. Et ce qui est certain, c'est que Riboloviev, il y a plus d'1 an, avait parlé déjà avec des Nord-Américains qui étaient potentiellement intéressés. Ça ne veut pas dire je vais lâcher le club, ça veut dire je suis un businessman milliardaire, quand on me fait une offre de potentiellement 400 ou 500 millions, j'en connais pas un qui n'écoute pas. Vous êtes obligé d'écouter. L'idée de Riboloviev, c'était d'avoir 3 clubs. Voilà. Il y a le Cercle de Bruges, et il y avait l'idée d'acheter un club en Angleterre à l'époque. Il y avait 3 clubs qui avaient été ciblés. Vu le contexte géopolitique, voir ma vidéo sur Roman Abramovich et Londongrad, club anglais, vous oubliez. Donc, il y avait l'idée. Pourquoi? Parce qu'à Monaco, tu seras toujours limité. Ça, faut que les fans le comprennent aussi, c'est triste, mais à Monaco, tu seras forcément limité au bout d'un moment. Tu peux faire du bon boulot, et je vais le redire, le club est globalement, si vous acceptez un peu certains trucs de Vadim, le club, globalement, il est bien géré entre la formation et tout. Il y a des trucs très bien faits. Là, ils se sont plantés sur les choix, je suis d'accord, mais c'est un club où tu sais à qui t'adresser, c'est un club qui a quand même une organisation, qui a une structure. C'est pas n'importe quoi à tous les niveaux, très loin de là. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir le fonctionnement en préformation, en post-formation de Monaco, au marketing, etc. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ce fonctionnement-là, croyez-moi. Mais là, le problème, c'est que ça part en cacahuète, à cause de ce qu'on a pu voir. Et d'ailleurs, petite parenthèse, sur le transfert d'Mbappé, que là on a vu, je ferai une vidéo spécialement dessus. Si Jorge Mendes il est mis dedans, voilà, maintenant je pense que vous comprenez un petit peu mieux. Bref, j'en reviens au palais Riboloviev. Il y a eu des offres de personnalités du Moyen-Orient. Il y a eu un fonds d'Arabie Saoudite, du Bahreïn, il y en a d'autres qui disent du Koweït. Le problème, c'est qu'on entend tout et n'importe quoi. Et c'est très compliqué de percer le secret déjà d'un milliardaire russe, et encore plus à Monaco. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a une offre que la Principauté a en main, qui vient d'Amérique du Nord. Alors je vois que mes amis, j'ai paumé le nom, mes amis de... Attends, je ne vais pas leur dire d'erreur sur leur site quand même. Live Team ASM. Voilà, excusez-moi. Donc, nous parle, je crois, de fonds canadiens. Moi, je dis nord-américain. Derrière, vous avez Jérôme de Bontin, toujours un peu au milieu. Et vous avez surtout l'idée de dire on va enlever tous les mecs du sportif, à part Thierry Henry c'est tranquille, et on va mettre un gars pour nous représenter. Alors, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? J'en sais rien. L'idée, c'est d'amener, moi je vous le dis, Jürgen Klinsmann. Voilà. L'idée, c'est de mettre Klinsmann, un ancien de la maison, etc. Moi, je sais pas si ça va se faire. Je sais que les mecs de la Principauté poussent pour ça, et en gros, ils vont utiliser tout ce qui est possible pour botter le cœur à Riboloviev. L'autre côté, lui ne voulait pas vendre. Et lui, au contraire, était, comme je vous dis, intéressé pour faire, on va dire, un triangle de clubs entre le Cercle de Bruges, Monaco et un autre, peut-être où il serait moins limité, notamment par le bassin de fans, etc., pour avoir des revenus extérieurs afin de ne pas être limité par le FPF et d'autres choses. Parce qu'il a pris goût au football, quand même. Il a à peu près goût, et puis il voit que si ça peut être un marché potentiellement intéressant pour son business, pour ses entreprises. Je rappelle que c'est un businessman quand même international, il a des intérêts dans les Caraïbes, il a des intérêts aux États-Unis, il a également des intérêts en Suisse très très grands, notamment dans la station de ski de Stade. Donc lui, il voit un intérêt. Maintenant, c'est une vraie question parce qu'il y avait déjà eu des changements ces dernières semaines, c'est-à-dire que Jorge Mendes aujourd'hui, pas vraiment en odeur de sainteté à la Principauté et au club, il y avait quand même un réveil. Maintenant, aujourd'hui, c'est simple. Ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Et ce que vous voyez, c'est Dallas. C'est Dallas. Avec d'un côté, Dallas, c'est les Schtroumpfs aussi. Hein. Parce que Vadim Vassiliev, c'est Gargamel. Hein. Il y a tout le monde qui veut sa tête. Voilà. Et là, si tu touches Vassiliev, entre guillemets, pour eux, c'est un package. C'est pas que Vassiliev. Et comme je vous dis, il y a Scropetta aussi dedans. Ah là là, mes amis. Scropetta, c'est un directeur de la com, aujourd'hui directeur général adjoint qui a été remis. Compliqué tout ça. Donc voilà, je voulais vous faire une petite situation globale pour essayer de comprendre.
Je pense qu'il y a un choc des cultures qui ne passe pas et qu'il faut quand même faire attention à Monaco. C'est que la dernière fois qu'il y a eu autant de monégasques et de proches du prince, ça a quand même mené un peu en Ligue 2, faut pas oublier. Moi je pense qu'il faut trouver une solution intermédiaire avec de la compétence tout en respectant l'identité du club et le fait que ça soit le club de la principauté, je suis totalement d'accord. Aujourd'hui ils n'en sont pas capables. Et ce qui quand même est un peu marrant, c'est qu'évidemment si les mecs de Monaco pensent qu'une garde à vue ça va faire peur à Ryboloviev, non. Par contre, on arrive sur des sphères politiques, géopolitiques, diplomatiques qui nous dépassent totalement. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres problèmes et accroches entre les deux parties. Moi, j'ai pas toutes les versions. Voilà ce que je peux vous dire. Et je suis curieux de voir comment ça va se passer, parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup de pression sur Ryboloviev. Je trouve que c'est une cible un peu facile et que ça veut pas spécialement dire que c'est mieux ailleurs. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver des gens qui sont capables de se parler les uns avec les autres. Actuellement, Monaco, c'est strictement impossible. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve très vite sur la chaîne pour évoquer le transfert d'Mbappé au PSG parce que j'en parle quand même pas mal dans mon prochain livre et il y a quand même beaucoup d'erreurs et une absence de mise en perspective de Mediapart sur certaines choses qui moi m'ont un peu choqué. Donc écoutez, d'ailleurs pour ceux qui veulent commander le prochain livre, j'ai déjà mis un lien dans la description, il sera présenté ces prochains jours, sorti jeudi prochain et en même temps regardez, ça c'est petit bonus de fin de vidéo, vous vous souvenez, ça c'est mon livre sur Unai sorti il y a 1 an et demi en français, version espagnole. Version anglaise, on aura le temps d'en reparler, je vous ferai petite compilation vidéo de ce que c'est le monde des médias et quand vous avez besoin de promouvoir un livre, enfin, que c'est une promotion en Angleterre, ce que j'ai vécu, ce que c'est assez dingue. On se retrouve très vite sur la chaîne, merci à tous, n'hésitez pas, j'ai mis tous les liens en description aussi pour ceux qui veulent me suivre. Merci à tous et à bientôt.